Messieurs, dames, bienvenue à nouveau au podcast Autour d'un verre. J'espère que vous avez passé une belle semaine. La température est enfin au rendez-vous et c'est tellement plus agréable, on dirait, de parler de golf puis de parler de vin lorsqu'il fait beau et chaud à l'extérieur. Donc, c'est encore une fois avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve cette semaine pour un podcast qui va peut-être être un peu plus long. La semaine passée, on avait un podcast un peu plus court, un peu plus condensé. Mais cette semaine, j'ai décidé d'aller dans le vif du sujet, de vous parler un peu d'utiliser un sujet qui va s'appeler « Dans la vie d'un professionnel de golf » et dans la vie d'un professionnel, sommelier professionnel en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait à tous les jours, au day-to-day, comme on appelle en anglais, un professionnel de golf? Je voulais vous faire part un peu de mon quotidien en tant que professionnel de golf et vous faire peut-être découvrir une autre facette de l'emploi, une autre facette de ce qu'on fait à tous les jours. Puis je pense que ça va être intéressant d'explorer les différentes avenues. Et par la suite, je vais vous parler un peu dans la vie d'un sommelier professionnel. Est-ce qu'on déguste à tous les jours? Est-ce qu'on goûte à plein de produits? Essayer de démystifier un petit peu ce que ça fait un professionnel de golf. Puis je vais vous parler d'un petit bijou que j'ai trouvé, un produit, honnêtement, coup de cœur, qui est devenu un peu une référence au travers des années, un produit que je travaille tout le temps, à toutes les cartes des vins, puis c'est pas nécessairement un produit vinicole dont je veux vous parler, donc c'est pas une bouteille de vin, mais bel et bien un spiritueux cette semaine dont je veux vous parler, puis je vais en parler un petit peu tantôt aussi là, dans la vie d'un professionnel en sommellerie. Mais on commence avec le golf comme à chaque semaine, donc qu'est-ce que ça fait un professionnel de golf dans la vie? Il y a plusieurs branches. Et au sein de la PGA du Québec, donc l'association provinciale, la PGA du Québec, on a la PGA du Canada, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, on est tous sous le grand parapluie de la PGA du Canada. Mais pour la PGA du Québec, on a plusieurs types de professionnels. Et j'ai eu la chance d'échanger avec une collègue à moi, Alexandra Pelletier, sur son podcast, et je vous invite à aller écouter ses épisodes. Qu'est-ce que ça fait un professionnel de golf? Mais en fait, il y a plusieurs branches en tant que professionnel. Il faut savoir que dans la PGA du Québec, comment ça fonctionne, c'est qu'on a des tests d'habilité de jeu, donc il faut passer un certain niveau. Il faut avoir un certain niveau au niveau de... En fait, le test d'habilité de jeu, c'est un score qu'il faut jouer. Et une fois qu'on a passé ce test d'habilité-là, mais on est ce qu'on appelle un professionnel apprenti. Il faut avoir minimum 18 ans, il faut avoir un certain niveau de scolarité et il faut avoir joué le fameux test d'habilité de jeu, donc le score qui est beaucoup plus difficile qu'on pense. Jouer un score donné, j'en ai parlé, il faut que tu joues un score donné cette journée-là, peu importe les conditions, voici le niveau que tu as à jouer. C'est un peu plus difficile qu'on peut l'imaginer. Il y a beaucoup de monde qui vont avoir des tests d'habilité de jeu où ce ne sera pas nécessaire de jouer parce qu'on a des reconnaissances. Donc, on va reconnaître des scores. On va avoir une exemption sur le test de jeu parce que j'ai joué, exemple, 70. Si je prends mon exemple, j'ai joué 70 à l'Omnium Printanier cette année à Beaconsfield. Donc, j'aurais pu, si je n'étais pas déjà professionnel, j'aurais pu envoyer ce score-là, qui est un tournoi sanctionné par une fédération. Donc, dans ce cas-ci, Golf Québec. Bien, Golf Québec, c'est sanctionné, c'est une compétition officielle, c'est balle dans le trou, donc mon score est réel. J'ai pas fait un maximum de double, je ramasse, passe à d'autres choses, il faut vraiment avoir balle dans le trou. Donc j'ai réussi à jouer 70 dans un tournoi sanctionné. J'aurais pu envoyer ça à la PGA du Canada, qui aurait, eux, envoyé un message à la PGA du Québec pour dire oui, ce candidat-là réussit les aptitudes de jeu. Mais une fois qu'on a passé le test d'habilité de jeu, qu'on est maintenant professionnel apprenti, on a plusieurs années, on a 6 ans en fait au total pour faire nos formations sur l'enseignement, sur la gestion de la boutique, sur la gestion des ressources humaines. Peu importe le name it, on couvre pas mal tout au sein de la PGA du Canada et au sein de la PGA du Québec en français. Mais là, une fois que je suis dans le milieu du golf, je travaille pour un club X ou Y, peu importe quel club de golf, et voire même des centres de golf intérieurs maintenant, c'est reconnu.
mais j'ai plusieurs options en tant que professionnel apprenti. Donc, est-ce que je travaille à la boutique? Donc, service à la clientèle auprès de nos membres, auprès de nos invités, les gens en réciprocité, donc des gens qui viennent de l'extérieur, la facturation, le conseil. Il ne faut pas oublier ça. Un professionnel de golf, oui, puis je vais en parler un peu tantôt, peut être un excellent enseignant, mais à la base, on est des experts conseils dans notre milieu. Ça veut dire quoi? Quelle balle tu vas jouer? Est-ce que ton gant, c'est de la bonne grandeur? Quel type de gant est-ce que je veux jouer? On est des experts au niveau de l'équipement. Il y a certains professionnels de golf, et je n'en suis pas un du tout, mais je vais vous dire que au courant de ma carrière, maintenant j'entame ma 8e année en tant que professionnel de golf, j'ai appris énormément sur la technologie au niveau du linge, des vêtements. On parle de souliers, on parle de pantalons, on parle de chandail, on parle de pullover, donc des quarter zip qu'on appelle ou qui arrivent un peu comme ce que je porte en ce moment, des quarter zip, mais il y a beaucoup de technologie, beaucoup plus qu'on peut s'imaginer dans les vêtements. Et comme je l'ai mentionné plus tôt dans un podcast précédent, moi, je représente la compagnie Galvin Green. Et eux, la compagnie, dans le fond, c'est du layering qu'ils appellent. Donc, plusieurs couches. On a le chandail, on a le polo, on a le quarter zip, on a le coupe-vent. Ensuite, on a l'imperméable. Mais il y a beaucoup de technologie et de plus en plus dans le vêtement. Et le professionnel de golf à la boutique, souvent, va être accompagné d'une directrice ou un directeur de boutique qui, lui, va faire un peu comme ce que je fais sur la carte des vins, va faire du booking, donc va aller chercher les nouveaux produits, va aller chercher les différents sizings et va garnir la boutique. Donc, on rentre dans un club de golf, on dirait qu'on ne voit pas ce côté-là de la chose, mais oui, il y a énormément de technologie, il y a énormément de choix au niveau du vêtement dans la boutique, donc le professionnel de golf va nous conseiller de ce côté-là. À part de la boutique, il y a des opérations au golf. Donc, dans un club de golf, il y a des activités. Il y a des tournois de membres. Il y a des tournois corporatifs. Bien, ça, c'est un professionnel de golf qui s'en occupe. Puis, c'est une branche au niveau de l'opération golf. Donc, dans mon cas, moi, je suis directeur golf. Je m'occupe des opérations au club de golf. Bien, de plus en plus, ce côté de la profession est un peu délaissé. Anciennement, bien, je dis anciennement, il y a quelques années, le professionnel de golf à la base, était responsable des opérations et plus les années ont avancé, plus les professionnels se sont spécialisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand moi, j'étais junior ou j'étais intermédiaire, notre pro de golf faisait de la boutique, faisait des leçons, faisait des journées démo, donc des fittings, s'occupait des tournois des membres, s'occupait des tournois corporatifs. Maintenant, on a sectionné un peu ces rôles et responsabilités-là. Et c'est pour ça qu'on voit dans les grands clubs de golf, dans les 30 trous, 5, 6, 7, 8, voire même 10 professionnels de golf à même le club parce que chacun va avoir un peu sa spécialité, chacun va avoir un peu son expertise, bien qu'on soit capable de faire chacun des travails, donc chacune des responsabilités, ben on est rendu à se spécialiser. Et là où on voit la majorité des nouveaux professionnels de golf, et je le vois de plus en plus, ils veulent tout de suite se lancer dans l'enseignement. Dans l'enseignement, et il y a une branche de l'enseignement qui s'appelle le coaching. Donc, moi, je vais suivre un athlète tout au long de l'année. Je vais lui faire un plan d'entraînement, un plan de nutrition. On va planifier ses tournois. C'est un peu différent de l'enseignant qui, lui, va venir prendre une leçon avec un enseignant pendant 1 heure. Ensuite, tu quittes, ben, je te revois dans 2-3 semaines. Le coach de golf va passer un petit peu plus de temps 1 à 1 avec son athlète. Et cette branche-là, comme je vous dis, dans la vie d'un professionnel, ben, la majorité maintenant des enseignants que je vois passent tout de suite à ce volet-là. Ils vont un peu moins voir les opérations dites quotidiennes. Mais moi, issu de la gestion en restauration, ben, les opérations, donc le côté au jour le jour au club de golf, ben, moi, c'est ce qui me passionne. J'adore enseigner, j'adore coacher. J'ai coaché quand même à un haut niveau, secondaire, cégep, universitaire. Mais moi, les opérations quotidiennes de traiter, de me faire une carte de pointage, de regarder et d'aider les gens à aller chercher un handicap qui est réel avec Golf Canada, ben, je trouve que ça, c'est un volet qui est franchement intéressant et de plus en plus, on essaye d'encourager les nouveaux professionnels, donc les professionnels apprentis dans l'association, à se diriger vers
les opérations quotidiennes pour toucher un peu à tout de moins en début de carrière et après ça, de se spécialiser peut-être un petit peu plus tard. Je pense que c'est important, puis c'est important pour la pérennité, en fait, de notre entreprise et surtout de notre association. Il y a un volet j'en ai parlé un peu dans un podcast précédent où je parle de fitting. Donc, il y a des professionnels de golf qui vont se spécialiser dans le fitting, donc dans l'ajustement de bâton, et eux vont aller voir les différentes tiges, les nouvelles grippes. Est-ce que la technologie dans les différentes compagnies, c'est quoi qui se démarque chez TaylorMade, chez Callaway, chez Titleist, Ping, Srixon. Maintenant, il y a tellement d'options. Le Club Fitter, lui, va se spécialiser un petit peu plus de ce côté-là et je vais vous dire que c'est extrêmement pointu. Si j'avais la chance de vous faire fitter, vous avez déjà eu une expérience de fitting dans le passé. Les gens qui se spécialisent dans l'ajustement de bâton, honnêtement, c'est ultra niché puis c'est franchement impressionnant de voir la quantité d'amélioration d'année en année qui se produit au sein des différentes compagnies. Mais dans la vie d'un professionnel de golf, il y a aussi le côté joueur. À la base, tous les pros de golf sont devenus professionnels parce qu'ils voulaient jouer de la compétition. Et ça, je vous dirais, et je suis le premier fautif là-dedans, on a tendance à laisser aller de côté un peu notre partie et notre niveau de jeu parce qu'on est pris dans les opérations, on est super occupé dans nos clubs de golf. On veut au final offrir la meilleure expérience possible à nos membres et en tant que professionnel de golf, on a tendance à laisser notre jeu de côté. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette année, j'ai décidé de me remettre à la compétition. J'ai passé l'hiver à m'entraîner physiquement, techniquement et j'ai même fait appel à des professionnels de la santé, donc un physiothérapeute qui s'est assuré que lorsque la saison de tournoi arrive et que mon corps soit prêt physiquement à accepter un peu cette charge-là. C'est une charge émotive, c'est une charge psychologique, mais c'est aussi une charge physique. Lorsqu'on joue en compétition, il y a un enjeu, il y a un stress, mais le corps a tendance des fois à réagir un peu différemment et je me suis assuré que physiquement, je n'avais pas de limitation, je n'avais pas de lacune pour pouvoir jouer au niveau qui est nécessaire, qui est requis pour affronter les meilleurs professionnels de golf au Québec. Et je dois vous dire que je vous ai parlé des Joey Savoie, des Johan Benson, la semaine passée, mais ces gars-là prennent un soin jaloux à s'assurer que physiquement, il n'y ait pas de limitation pour que lorsque ce soit le moment de performer, le corps suive. Et j'ai eu la chance donc de retourner un peu dans mon patelin, là où j'ai grandi, là où j'ai appris, à Beaconsfield, comme j'ai mentionné, puis l'Omnium Printanier. Puis je voulais vous faire part un peu de cette épopée-là, de cette épreuve. Donc, j'ai eu la chance d'avoir mon cadet, en fait, AJ Côté, qui est mon père, qui a été mon premier enseignant, mais quelqu'un qui connaît extrêmement bien le parcours de Beaconsfield, bien qu'il ait changé énormément. Ils ont fait des travaux assez importants sur le parcours lors des 3 dernières années. Et on avait de la misère un peu au début à reconnaître le club de golf de Beaconsfield, puisqu'ils ont enlevé beaucoup d'arbres, ils ont rajouté des fosses de sable, ils ont remanicuré un peu certains obstacles, qui a fait en sorte que je jouais un peu Beaconsfield avec beaucoup de références du passé en grandissant là-bas, mais avec beaucoup de nouveautés aussi. Donc, ça a apporté un défi vraiment intéressant. Et donc, vers la fin mai, j'ai pris part à mon premier tournoi en fait officiel là, qui était sur mon calendrier de tournoi à Beaconsfield. Et ce fut relativement une très bonne journée au travail. Donc oui, je dis au travail parce que ça fait partie de l'emploi. Donc oui, il y a des bourses associées au tournoi de professionnels au Québec et au Canada. Et donc, il y a une possibilité d'aller chercher des revenus. Et ça a été une bonne journée, c'était un bon début en tant que professionnel. J'ai jamais eu un niveau très, très élevé sur les verres. J'ai toujours été un long cogneur, quelqu'un qui frappait la balle avec une certaine constance au niveau des fers longs, au niveau des fers moyens. Mais à l'intérieur de 100 verges, c'est là où je voyais vraiment d'autres professionnels me distancer et souvent réussir à me damer le pion à la ligne d'arrivée, parce que le fer droit était un peu moins collaboratif. Donc, en tant que pro de golf, il faut savoir aussi connaître sa game, connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Et pour un long cogneur, de jouer un club de golf comme Beaconsfield, qui n'est pas un terrain qui est extrêmement long,
mais c'est un terrain qui demande beaucoup de précision lorsqu'on manque les allées et surtout lorsqu'on manque les verts, ça devient extrêmement punitif parce que l'herbe est longue, parce qu'il y a des dénivellations. Donc, c'est pas nécessairement un terrain qu'on pourrait dire qui avantage les longs cogneurs. Par contre, étant donné que je connaissais bien les verts, j'avais un caddie qui connaissait très, très bien les casses, ben, j'ai été en mesure quand même de tirer mon épingle du jeu. Donc, le fer droit a collaboré avec des potes très tôt au niveau de la ronde qui sont tombés. Donc, des potes de normal, même un pote de birdie là, au 6e trou là, d'une distance d'à peu près une vingtaine de pieds qui a vraiment donné le ton à ma ronde. Donc, après le premier tiers de ma ronde, j'étais déjà sous la normale et j'ai su garder ce momentum-là. Sur les trous plus courts, j'ai tiré avantage de ma distance, donc de mes longs coups de départ. Voire même, là, j'ai drivé une normale 4 en 1. Ensuite, là, j'ai affronté les 3 normales 5 sur le deuxième 9 qui sont, à mon sens, à moi, un avantage puisque j'arrive à attaquer les normales 5 avec un deuxième coup, avec un fer en main. Donc ça, c'est sûr que c'est un avantage pour moi et j'ai su, au cours là, des 10 derniers trous, ramener quand même 3 birdies sur ma fiche. Donc 3 birdies assez importants qui m'ont permis d'afficher un score sous la normale après 18 trous et de finir donc dans le top 10, donc 10e au sein des professionnels, ce qui m'a permis d'être réinvité l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, j'ai déjà encerclé la date de l'Omnium printanier puisque j'ai eu mon exemption. Et je voulais vous parler un peu de ça. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'exemple typique d'un professionnel qui est devenu pro pour jouer des tournois, aspirer à des plus grands circuits, mais on s'aperçoit qu'on veut gagner notre vie, puis c'est pas nécessairement facile de gagner sa vie en jouant juste des tournois. Je me suis tourné vers les opérations, mais cette année, j'ai dit, tiens Jean-Charles, je me remets au défi aussi, puis un peu parce que je voulais vous en parler dans le podcast, ben, j'ai décidé de remettre mon niveau de jeu au niveau des autres professionnels au Québec. Et franchement, c'est mission accomplie. Donc, je me suis mis un objectif personnel là, de finir top 10 dans au moins un tournoi pro. Et c'est fait lors de ma première apparition officielle sur mon calendrier. Alors, je suis vraiment content. Et je voulais vous en faire part parce qu'il faut célébrer nos succès. Je vous en ai déjà parlé souvent. Le golf, c'est un sport qui est difficile, surtout lorsqu'on n'a pas nécessairement le temps de mettre beaucoup d'efforts. Et veut pas, faut mettre les heures, faut pratiquer. Donc, j'ai pas eu la chance de pratiquer autant que je voulais pendant la saison à l'extérieur sur le gazon, mais les heures que j'ai mis et les heures de pratique que j'ai effectuées pendant l'hiver m'ont rapporté. Donc, j'ai été capable d'amener ça sur un terrain en compétition dans une période de stress. Et le corps a suivi, donc pas de problème de dos de mon côté. C'est ce qui m'a limité souvent dans ma carrière, tant dans ma carrière d'athlète dans un autre sport, mais au niveau du golf aussi, j'avais toujours cette crainte-là que le dos allait spasmer dans les pires moments en période de stress. Le corps réagit. Mais c'est pas arrivé. Et ça m'a permis d'afficher quand même un score plus que respectable là, de 70. Donc, très satisfait de cette performance-là. Et je voulais vous en parler dans le podcast Autour d'un verre, ça va être ça aussi lorsque je vais rencontrer d'autres professionnels. Il va toujours avoir une question sur leur niveau de jeu, leurs aspirations. Et trop souvent, je vois mes collègues dans l'association qui délaissent un peu leur jeu parce qu'ils veulent donner leur expertise à leurs élèves, à leurs athlètes. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, un pro de golf, c'est un joueur, c'est quelqu'un qui veut performer, c'est des compétiteurs dans l'âme. Tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, on a des excellentes femmes professionnelles avec un niveau de jeu super élevé, mais on a tendance des fois à délaisser un peu ce côté-là. Donc, dans la vie d'un professionnel, c'est des opérations golf, c'est l'enseignement, c'est le coaching, c'est le fitting, c'est la boutique de golf, mais c'est à la base. Pourquoi on a recommencé à jouer au niveau professionnel? C'est justement pour compétitionner et de rencontrer les autres pros dans le cadre d'une compétition, que ce soit Golf Québec, PGA du Québec, PGA du Canada, les autres circuits satellites qui gravitent autour. Ben, c'est tellement le fun de se retrouver ensemble, de compétitionner. Puis, à la base, on est des compétiteurs dans l'âme et on veut toujours bien performer. Alors, voilà, ça fait le tour de ce que fait un professionnel de golf de la PGA du Québec. Maintenant, un peu moins bien connu, un peu plus obscur, qu'est-ce qu'un sommelier professionnel fait? Et encore là, il y a énormément de tangentes
Et je vais essayer de les résumer peut-être de façon le plus précise possible parce que je veux vraiment m'assurer que vous compreniez un peu qu'est-ce que ça fait un professionnel dans la sommellerie. Donc, qu'est-ce que ça fait un professionnel dans le monde du vin? Il y a beaucoup de gens qui vont penser qu'un sommelier professionnel travaille en restaurant, fait du service, et vous êtes tout à fait dans le mille. La base d'un sommelier professionnel va avoir une expertise au niveau du service, au niveau de l'ouverture d'une bouteille de vin, comment choisir, donc les accords vin-mets, comment faire des bons choix, des bonnes sélections. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de sommeliers professionnels ont des formations en restauration et en cuisine. Il faut comprendre que lorsqu'on cuisine des plats, il y a des accords vin-mets, il y a des choses qu'il faut faire attention et il faut aussi comprendre qu'est-ce que le chef, sans dire qu'on est capable d'exécuter la recette, mais on est capable de la comprendre et d'identifier les ingrédients clés. Donc, qu'est-ce que le chef a voulu mettre de l'avant? Quelles sont les saveurs qu'il faut aller chercher? Quelles sont les épices dans la sauce? Comment est-ce que ça a été apprêté? Le type de cuisson au niveau d'une viande, que ce soit une viande rouge, même si on a de la volaille, est-ce que c'est une cuisson lente? Est-ce que c'est quelque chose qui est saisi pour aller chercher vraiment le goût un petit peu plus... en anglais, on dit charred, mais le côté un peu plus... cherche mon mot, puis ça va me revenir. Mais lorsqu'on va chercher le côté plus au niveau des grillades, ben, ça n'aura pas nécessairement le même goût que si c'est un plat qui est à cuisson lente là, dans les fours, souvent dans les fours rationnels en restauration, dans les grands restaurants, on va se servir de ça. Mais un sommelier professionnel, c'est un expert conseil, comme le professionnel de golf, il va avoir des expertises, il va avoir des connaissances et il faut qu'un sommelier soit un excellent dégustateur. Et pourquoi c'est important? Parce que il faut que je sois capable de verbaliser dans un langage qui est compris par notre client, qui n'est pas nécessairement un expert dans le vin, mais qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les arômes? Quels sont les profils aromatiques que vous aimez dans vos vins? Et après ça, il faut aller identifier dans la carte le produit qu'on juge en tant qu'expert dans le domaine, mais qu'est-ce qu'on a qui va vous plaire? C'est difficile de cerner quand c'est quelqu'un qui ne sait pas nécessairement le langage ou qui ne va pas nécessairement avoir la bonne terminologie. Il faut essayer de décortiquer ou de comprendre en posant les bonnes questions. Qu'est-ce que vous aimez? Puis souvent, on va avoir des références. Bon, mais lorsque vous allez à la SAQ ou lorsque vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous avez comme réflexe au niveau de la bouteille de vin que vous allez sélectionner? Est-ce que vous aimez les vins blancs secs? Vous aimez les vins blancs un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus joufflus? Il y a beaucoup, beaucoup de terminologie, puis je vois souvent des vidéos qui sont absolument hilarantes sur un peu le langage qui est utilisé. Donc, on a un C boisé. Est-ce que ça goûte le bois? Est-ce que vous aimez quelque chose qui est un petit peu plus rancio ou réduit? Ça me fait toujours rire de voir là, un peu les parodies des sommeliers professionnels, puis on se fait prendre un peu là-dedans. Le côté animal, le côté un petit peu cuir. C'est pas nécessairement des choses qu'on associerait à des bouteilles de vin, mais c'est des façons de s'exprimer. Donc, il y a une terminologie au niveau des sommeliers professionnels qui se doit d'être un peu brisé ou qui se doit d'être un petit peu mieux vulgarisé pour qu'on puisse être en mesure de vous recommander des produits qui vont vous plaire. Je vois beaucoup de restaurants qui vont faire essayer un vin. Si ça ne vous plaît pas, vous leur dites non, malheureusement, moi, c'est pas exactement ça que j'aime. Et après ça, cette bouteille-là, ils vont la servir à d'autres clients, donc probablement au verre. Et c'est ça le gros défi d'un sommelier professionnel. Donc, il y a le service, il y a le côté conseil des accords vin-mets et il y a après ça la confection d'une carte des vins. Donc, comment est-ce que je monte une carte des vins? Ça se fait d'une certaine façon. Il faut aller chercher un éventail de produits qui va convenir à notre clientèle. J'ai échangé avec une sommelière il n'y a pas très longtemps qui me dit « Moi, Jean-Charles, ma carte des vins, elle est 100% italienne. » Donc, naturellement, elle ne fera pas sa carte des vins comme celle que je fais au club de golf où j'ai des produits français, j'ai des produits espagnols, j'ai des produits italiens, j'ai des produits canadiens. J'ai des produits qui viennent de l'Amérique du Sud, voire même d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Bien, je vous en ai parlé, des vins du Chili, d'Argentine, mais des vins aussi d'Hongrie ou des vins
des vins un petit peu plus nordiques, ben c'est certain que ça me prend un petit peu plus de place sur ma carte des vins, alors que si je fais une carte 100% italienne, ben là, je vais me concentrer sur les différentes régions de la Vénétie, de la Toscane, de l'Émilie-Romagne, de l'Ombrie, de la Lombardie, name it. En Italie, on peut faire une carte des vins 100% italienne, puis avoir énormément de produits. Mais de faire une carte des vins avec juste des vins de la Nouvelle-Zélande, on arrive relativement vite à ce qu'on est capable d'offrir à nos clients. Donc, qu'est-ce que je cherche à offrir à mes clients? Et c'est pour ça qu'un sommelier professionnel doit comprendre dans quel type d'établissement il se trouve. Est-ce que c'est un sports bar? Est-ce que c'est un restaurant un peu tapas? Est-ce que c'est un bar à vin? Ça peut être ça. Est-ce que c'est un steakhouse? Est-ce que c'est un restaurant italien? Un restaurant indien? Il y a tellement de diversité. Est-ce que c'est un petit pub? Carte des vins dans un pub, puis carte des vins dans un steakhouse, c'est complètement différent, mais on pourrait avoir un sommelier professionnel dans les deux établissements. Et il ne faut pas oublier, et c'est là que je veux vous amener aujourd'hui avec ma recommandation de vin, il ne faut pas oublier qu'un sommelier professionnel s'occupe, oui, de la carte des vins, donc des produits vinicoles, mais s'occupe aussi de la carte des cocktails, s'occupe aussi de la sélection des spiritueux. Et c'est souvent ça qu'on oublie. Il y a des sommeliers professionnels qui se spécialisent dans les spiritueux. Et moi, je suis un fan de tous les spiritueux qui existent. J'adore la tequila, j'adore la vodka, j'adore le gin, j'adore le rhum. Mais il y a des moments et il y a des cocktails qui se prêtent naturellement mieux à certains spiritueux que d'autres. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut offrir et il faut connaître le monde des spiritueux en tant que sommelier professionnel parce qu'on a des choix aussi, on va parler de choix économiques. Il faut que ma carte des vins soit rentable. Il faut que mes marges aient du sens. Et de plus en plus, je vois des restaurants qui vont charger 2 fois, voire même 2 fois et demi, 3 fois le prix en SAQ. Et je pense qu'on a une responsabilité en tant que sommelier professionnel d'afficher des prix qui sont raisonnables. J'ai toujours travaillé sur des cartes des vins qu'on va dire inversement proportionnelles. Plus le vin est cher, moins ma marge est haute parce que souvent, on va avoir moins de volume. Donc, on ne sera pas nécessairement profitable, autant profitable que sur des produits qu'on va dire de produits de volume. Donc, entre, exemple, 45 à 60 $, ça va être pas mal là la fourchette où la majorité de nos clients vont acheter. Une bouteille de vin à 500, si je la paye 250 $ puis je la vends 500, j'ai pas mal moins de chances de la vendre que si je la paye 250 puis je la vends à 325. Mon niveau de marge, donc ma marge est beaucoup plus petite, mais je n'ai pas nécessairement le volume. J'en ai peut-être 3, j'en ai peut-être même juste une des bouteilles de vin que je vais vendre à 375. Et le but n'est pas de faire beaucoup d'argent, mais de faire découvrir des produits qui sont intéressants. Donc, comme je vous l'ai mentionné, je vais avoir un produit d'une maison à 50 $. Là, je vais faire beaucoup de volume, mais moi, je vais vous faire découvrir le grand vin de cette maison-là. Ben, je ne peux pas me permettre de faire la même marge, le même profit, le même niveau d'argent dessus parce que j'en vendrais simplement pas. Et moi, en tant qu'établissement, je vais être pris avec ce produit-là. Et ce n'est pas le but. La gestion d'inventaire, ça, c'est le plus gros défi qu'un sommelier professionnel va avoir, c'est d'écouler ses stocks, de s'assurer que les produits aient une bonne rotation. Et le danger, contrairement à la cuisine où j'ai ce qu'on appelle en anglais un shelf life. Je ne peux pas garder un produit, je ne peux pas garder des crevettes pendant 3 ans parce que je ne les ai pas vendues. Ça ne se fait pas. C'est même, je ne veux pas dire illégal, mais c'est même réglementé et régi. Alors que je pourrais garder dans ma cave un produit pendant 3, 4, 5, 10 ans. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Je pourrais garder des bouteilles de vin longtemps. Je les fais vieillir. Je les fais vieillir en cave. J'achète des vieux millésimes, j'achète des vieux produits parce que je sais que X ou Y client s'en vient. C'est sa fête de 70 ans, donc je vais essayer d'aller chercher un vieux millésime. Peut-être une année de mariage, 1988. Je prends mes parents, ils ont collectionné des bouteilles de 1988 pendant des années. Et pour leur anniversaire de mariage, ils ont essayé, puis ils n'ont pas été capables parce qu'à un moment donné, on ne peut pas boire des grands vins à chaque semaine, mais ils ont bu des bouteilles de 1988 de façon sporadique pendant 1 an. Puis ça a été un trip que mes parents ont fait qui a été super bien reçu par les gens avec qui ils étaient parce qu'il y avait une histoire derrière le millésime 1988 qui est leur année de mariage. Donc,
la gestion d'inventaire, il faut savoir que oui, je vais acheter des gros formats, je vais acheter des 3 litres, des 5 litres, puis je vais mettre ça sur ma carte des vins. Bien, il faut savoir qu'il y a une clientèle pour ça, puis est-ce que cette clientèle-là vient visiter mon établissement? C'est là où le sommelier va s'asseoir avec le directeur ou la directrice de restauration, va s'asseoir avec le chef pour dire, regarde, j'ai acheté ces produits-là, j'aimerais ça qu'on fasse une soirée accord 20 mai pour qu'on puisse les passer, les faire découvrir à notre clientèle. Donc, ce côté-là de la sommellerie, on a tendance à l'oublier. Et je voulais vous parler de mon gin préféré. Donc, je vous parlais des spiritueux, puis je me suis dit, tiens, on va donner un petit break aux recommandations de vin. Je vais vous parler de mon gin préféré, qui est le Kilomètre 12, que j'affectionne particulièrement. Il faut savoir que dans le monde des spiritueux, c'est extrêmement compétitif. Et le Québec semble tirer son épingle du jeu. Donc, on a des gins qui sont absolument extraordinaires au Québec. On parle des Saint-Laurent de ce monde, on parle des Romeo Gin. Mais pour moi, le Kilomètre 12, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis tombé là-dessus il y a plusieurs années et j'essaye, à chaque fois que je fais une carte des vins, chaque fois que je fais une carte des cocktails, j'essaye d'intégrer le Kilomètre 12 dans mes cartes parce que je trouve que c'est un gin qui est relativement passe-partout, qui est super bon en gin and tonic, mais qui est vraiment le fun à travailler en carte des vins et surtout en carte des cocktails, en fait, dans ce cas-ci. Donc, le Kilomètre 12 est disponible, je vous dirais, dans pratiquement toutes les SAQ du Québec, voire même les SAQ qu'on va appeler les plus petites SAQ. Le Kilomètre 12 s'y trouve. C'est dans les produits québécois. On encourage les gens d'ici. Et le profil aromatique, il y a un côté floral qui est vraiment intéressant à travailler en cocktail, mais qui n'est absolument pas dérangeant en gin and tonic ou en gin soda. Et c'est certain qu'on connaît là, les grands de ce monde, les Bombay Sapphire, les Tanqueray, les Beefeater, puis naturellement, là, peut-être le gin le mieux connu, c'est le Hendrix, avec un profil plus au niveau du concombre. Mais je vous encourage, puis même je vous recommande fortement d'aller sur des gins québécois. Ça encourage les gens qui travaillent bien ici dans notre province. Je trouve que c'est intéressant de travailler nos produits québécois, puis on peut même aller les visiter. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de ça. Il y a des sommeliers professionnels qui travaillent aussi dans des domaines ou dans des vignobles ou dans des vergers, avec le domaine de la France la semaine passée. Allez les voir, allez goûter les produits québécois, puis je veux prêcher pour ma paroisse parce que je pense qu'on a une responsabilité, puis je vais finir avec ça, en tant que sommelier professionnel, de mettre de l'avant des produits qui viennent de chez nous. Tant au niveau des produits de la nourriture, donc des producteurs du Québec, mais aussi des gens qui travaillent, des spiritueux dans notre province qui font un super boulot. Ils nous mettent des produits qui sont franchement meilleurs que les produits internationaux. Puis on se doit, dans une économie comme celle dans laquelle on vit, d'encourager les gens, donc d'encourager les voisins, les gens qu'on connaît. Alors, Kilomètre 12, super belle découverte. Un pro de golf, ça fait plein de choses, comme je vous ai mentionné dans le podcast. J'espère que ça vous a plu. Et un sommelier professionnel, bien, ça peut se retrouver dans les SAQ, ça peut se retrouver dans les restaurants. Et souvent, la majorité du travail des sommeliers professionnels est faite dans l'ombre. Et je vous encourage, si vous avez la chance, vous allez dans des restaurants et vous croisez un serveur qui est sommelier professionnel, posez-lui des questions, demandez-lui c'est quoi ses préférences, ses coups de cœur. Parce que je vous dis, il va vous l'expliquer d'une façon qui va vous donner le goût d'essayer le produit. Vous allez vivre une expérience qui est grandement enrichie en restauration. Oui, la nourriture, c'est un gros point, mais moi, je suis un fervent croyant que le service est une très grande partie de l'expérience en restauration. Et souvent, les sommeliers vont être en mesure de vous aiguiller sur une carte des vins qui est des fois intimidante à plusieurs pages avec énormément de produits, énormément de références. Alors, le podcast autour d'un verre, je voulais que ça soit ça aussi, c'est de démystifier un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en n'oubliant pas que le podcast autour d'un verre, c'est du premier départ jusqu'au dernier verre. Santé, bonne dégustation, un petit gin tonic cette semaine pour célébrer l'arrivée du beau temps. Je vous souhaite bonne semaine et à la semaine prochaine.